l'actualité. Il aurait aimé ça qu'on aborde la justice et la sécurité. Nous avons refusé pour une raison élémentaire, en fait, c'est qu'un débat, c'est pas nécessairement comme un restaurant. Tu peux pas arriver là puis commander ce que tu veux. Je peux comprendre qu'on essaie de convaincre les gens de nos idées. Évidemment, chaque parti a son programme et considère que c'est une bonne chose à mettre en place. Tout à fait légitime. Mais la démocratie, c'est aussi aller à la rencontre des citoyens pour savoir ce qui, eux, les préoccupe. Donc, de ce point de vue-là, on avait choisi des thèmes parce qu'on considérait que les thèmes étaient évidemment d'actualité, mais peut-être pas assez abordés par l'actualité. On sait que les médias, parfois, font une espèce de offusquent certains détails pour s'en prendre plus à d'autres détails qui jugent plus sensationnels. Et donc, on a peut-être une déformation médiatique par rapport au sujet qui devrait être discuté. Ceci étant dit, j'ai pas mal fini mon introduction, donc à partir de maintenant, je ne parlerai plus beaucoup. Donc, je vous présente dans l'ordre, il y a M. Charles Mordret du Bloc québécois, Mme Annick Papillon du Nouveau Parti démocratique, Mme Danielle Provost de Force et démocratie, M. Jean-Yves Duclos du Parti libéral et M. Claude Moreau du Parti marxiste-léniniste du Canada. Et donc, je leur cède immédiatement la parole et ils vont se présenter. Donc, vous avez en fait, je suis vraiment désolé, vous n'aurez pas beaucoup de temps à chaque fois pour intervenir, mais comme je l'expliquais, on veut essayer de garder ça en dedans d'une heure et demie. Donc, en tout, vous avez un petit 3 minutes pour dire qui vous êtes et le parti que vous représentez. Donc, je vais commencer tout de suite par M. Mordret et après, on changera de personne qui commence à parler pour pas que ce soit tout le temps la même personne. Merci beaucoup de votre attention. Alors, merci beaucoup, M. Carrier. Merci, enfin, le département de sciences politiques d'avoir organisé ce débat. Puis je vous remercie d'être présent. C'est très, très important pour nous, enfin pour moi, de pouvoir me présenter devant des gens de votre âge, devant des jeunes, parce que la participation politique des jeunes, c'est très important en démocratie. Et ça a laissé à désirer lors des dernières élections. Je suis très heureux d'être ici au Café Oxymel, Cégep Garneau, parce que c'est ici que mon engagement politique a commencé. Moi, je suis un étudiant de Garneau. Ça me rappelle 25 ans au précédent. J'étais rédacteur en chef de La Crise, le journal de La Crise. Et mes amis qui m'accompagnent aujourd'hui, qui militent avec moi, il y en a un qui était secrétaire général de l'association étudiante et l'autre qui était directeur de La Crise. Alors, c'est ici qu'à l'âge de 18 ans, on s'est engagé vraiment politiquement pour la première fois. C'était l'époque de Meach, où le Québec a demandé assez peu pour les Québécois et où c'était beaucoup trop pour le Canada anglais. Alors, ça a été pour nous un moment extrêmement important et on en subit encore, Québécois, les conséquences aujourd'hui. Ça a été aussi l'époque de la formation du Bloc québécois, que je suis très fier de représenter aujourd'hui dans la circonscription de Québec, qui est, on l'oublie très souvent, la capitale nationale du Québec. Alors, autre chose, notre engagement politique, c'est ça dont j'avais envie de vous parler particulièrement. Après Meach, ça a été le combat pour la loi 101. Le gouvernement libéral voulait nous imposer une dilution de la loi 101 dans la loi 178. Ça a été plus tard le référendum de 95, pour lequel moi, personnellement, et d'autres, on a ardemment travaillé. Et la grande déception. La grande déception, puis on s'est dit, bon, puisqu'on n'est pas capable d'avoir notre pays, peut-être qu'il faut regarder vers le monde. Il faut aller prendre notre place, il faut grandir comme Québécois. Alors pour moi, je suis parti à l'étranger et je reviens maintenant, à peu près 18 ans plus tard, en fait, au Québec, parce que j'ai vu que les problématiques, les enjeux n'ont pas vraiment changé. Les rabat-joie sont toujours à la même antenne. Ceux qui nous disent qu'on n'est pas capable, qu'on n'est pas assez grand, qu'on n'est pas assez mature, qu'on n'est pas assez prospère, qu'on est trop raciste, qu'on n'est pas ouvert sur le monde, ce discours-là continue. Hein? L'environnement, c'est de mal en pis tous les jours. L'égalité homme-femme, je ne suis pas sûr qu'on a vraiment bien avancé à tous les niveaux. Alors, je vois par contre que le Québec, lui, a changé. Que les Québécois, les jeunes Québécois sont soudain décomplexés, voyagent à travers le monde, apprennent des langues. Alors, ça a été un peu mon parcours à moi. J'ai vécu 18 ans à l'étranger, principalement, 15 ans sur 18 ans en étant régulièrement ici au Québec. Un peu au Portugal, un peu en Europe, et j'ai vécu plus de 12 ans en Turquie, où j'ai toujours ma petite fille. J'ai une fille de 14 ans qui est là-bas, que j'ai pas vue puisque je me suis engagé en politique. Je l'ai pas vue depuis 2 mois. Elle va arriver 3 jours avant les élections, la semaine prochaine. Enfin, c'est mon engagement politique. Je suis très fier de représenter le Bloc québécois, un parti qui s'est bien renouvelé depuis 2011, qui est composé de gens qui veulent parler pour le Québec, qui ont un projet de société qui est clair,
qui n'ont pas de double discours. Alors, merci pour l'invitation à ce débat et merci d'être présent. Je vais utiliser la même technique qu'à l'Assemblée nationale, c'est-à-dire qu'à 15 secondes de la fin du temps alloué, je vais dire « en conclusion ». Donc, les candidats savent que ça s'en vient et qu'on peut faire un petit wrap-up de la situation. Merci. Bien, bonjour tout le monde. Écoutez, je me présente, je m'appelle Annick Papillon, je suis la candidate NPD dans le Québec, comme vous pouvez le voir juste à l'avant ici. Je suis la députée sortante aussi. J'ai en fait été députée élue avec la vague de Jack Layton en 2011, 2011, et depuis, je suis plutôt fière de mon bilan. Je suis plutôt fière d'avoir été présente beaucoup dans le comté ici, beaucoup à Garneau aussi parce que, on va le dire, c'est un cégep que j'ai peut-être favorisé un petit peu plus que d'autres parce qu'il y a beaucoup d'activités qui se tiennent. J'ai été là lorsqu'il y a eu le lancement de la jeune coop Roue libre ici. J'ai été là aussi lorsqu'il y a eu un peu plus récemment, en fait, l'école d'entrepreneuriat. Je suis vraiment très fière qu'il y ait eu cette initiative-là ici à Garneau qui fait que c'est la première école comme ça au Québec aussi. Alors, j'étais là présente et plus récemment aussi encore, la semaine des transports actifs et collectifs que je voulais lancer avec Garneau parce que Garneau a un bon plan aussi là-dessus. Et moi, ce que je peux dire, c'est que les thèmes me plaisent assez. Je trouve que c'est des thèmes qui interpellent beaucoup les jeunes. L'agriculture, le logement, en fait, pas le logement, moi je vais en parler par exemple, mais l'environnement aussi. Il y a beaucoup d'enjeux comme ça qui, je pense, auraient intérêt à être discutés davantage avec les jeunes. Je pense qu'il y aura certainement aussi un point là, pour le dire, mais il faut que les députés, en fait, les élus, changent un peu leur discours par rapport aux jeunes. Il faut qu'on arrive à les intéresser, puis c'est aussi à nous de faire ce rôle-là. Au NPD, on est fiers d'avoir eu plein de jeunes à Ottawa. Ça a changé carrément la face du Parlement à Ottawa parce que, imaginez, sur une centaine de députés élus au NPD, il y en avait 20 qui étaient âgés, dont moi, en fait, en bas de 35 ans. Ça a complètement changé la donne à Ottawa. Et ça l'a fait qu'en fait, il y a eu des enjeux majeurs qui ont été mis de l'avant. Et je pense que c'est intéressant de les mentionner encore ici, dont la protection de la vie privée. Qui était un enjeu, notamment sur Facebook et tout, et la cyberintimidation aussi. C'est des projets, en fait, qui ont été amenés par mes collègues. J'ai un collègue aussi qui a défendu la question des commotions cérébrales aussi dans le sport, qui sont souvent soulevées. Alors, cette présence-là des jeunes à Ottawa pour défendre les intérêts de leur comté, les intérêts aussi des préoccupations de tout le monde, de toutes les générations, je pense que ça a changé aussi quelque chose. Et c'est vraiment avec ce bilan-là que je suis très fière de mon parti. Et c'est avec cette même énergie-là, en tant que jeune, en tant que femme, je sollicite un deuxième mandat pour pouvoir continuer à avoir cette présence-là, à pouvoir continuer à changer un peu le visage de ce Parlement-là pour que peut-être qu'on se sente plus interpellé. Parce que c'est aussi, je pense, le fait d'élire des jeunes, d'avoir un autre discours qui fait en sorte qu'on se rejoint plus. Donc, voilà. Moi, ce que je peux vous dire aussi, c'est que j'ai obtenu des gains concrets. J'ai sauvé le Centre de recherche et de sauvetage maritime de Québec, qui est le seul centre bilingue au pays. Et j'ai répondu à plus de 1000 dossiers citoyens. Donc, je suis très fière de ça. Et évidemment, ça me fait plaisir d'être au débat avec vous aujourd'hui. Merci. Bonjour tout le monde. Merci d'être là. Et puis, je remercie aussi l'organisation de bien avoir choisi leur titre, leur thématique. Je me présente, Danielle Provost. Je suis native de Montréal, mais je suis bien implantée ici à Québec depuis 1995. Ça fait 20 ans, en fait. J'ai travaillé beaucoup au niveau du public, travaillé beaucoup avec des gens pendant 25 ans de temps dans le domaine de la représentation technique dans plusieurs secteurs de la construction. Et puis depuis 5 ans, je suis travailleur autonome, je suis artiste peintre. Au fil des ans, j'ai été impliquée dans de nombreuses associations d'affaires et des associations communautaires. J'ai été membre de plusieurs chambres de commerce parce que j'ai vécu à plusieurs endroits dans le Québec. J'ai été membre aussi de la chambre de commerce de Victoriaville de Québec. J'ai travaillé aussi au niveau du conseil municipal de Saint-Anne-du-Sault. J'étais conseillère, j'ai siégé au conseil et je m'occupais du transport, voirie et de la régie intermunicipale des loisirs. J'ai été, par rapport à ce
ce bout de vie dans les loisirs, j'ai été sur le conseil d'administration d'une maison de jeunes, qui est la maison de jeunes de David-Louisville, qui est un endroit où il y a énormément de suicides de jeunes. Et puis, dans le fond, ce que j'ai promu là-bas, qui a été un grand succès parce que ça ne fonctionnait pas, la Maison des jeunes, c'est d'avoir fait un conseil d'administration qui était tripartite. La municipalité, les enseignants de la Maison des jeunes, un des organisateurs de la Maison des jeunes, et un des jeunes qui était un peu un leader, mais dans le mauvais sens, qui a fait un succès. Alors, je suis bien fière de ça. Et puis aussi, j'ai travaillé au niveau du conseil d'administration de la SADC, Nicolet, Bécancour-Yamaska. On gérait du capital de risque pour 32 municipalités. Ça aussi, c'était une belle expérience de vie. J'ai choisi Force et démocratie parce que c'est le seul parti qui croit que chaque région et ses leaders doivent avoir un mot à dire sur les décisions économiques, sociales, culturelles et environnementales qui auront un impact sur leurs concitoyens. C'est important de redonner le pouvoir au peuple. C'est la voix du peuple qui doit revenir en place, qui doit être remise de l'avant, et puis de concert avec les besoins des régions. Je vous remercie tous de votre attention. Alors, merci aussi aux organisateurs. Je vais commencer par dire que je suis très fier de vous voir en si grand nombre aujourd'hui parce que le pays, notre pays, le Canada, il est autant à vous qu'à toute autre personne. Churchill a déjà dit que la démocratie méritait les gouvernements qu'elle élit. Le 19 octobre, nous avons des choix clairs à faire et les choix sont transparents et importants pour moi, pour nous et pour vous encore davantage parce que vous, comme jeunes, vous avez non seulement de l'ambition, vous avez de nombreuses années aussi durant lesquelles vous allez vivre les conséquences de ce qui va suivre le 19 octobre prochain. Laissez-moi commencer par me présenter. Je suis Jean-Yves Duclos. Je suis professeur au département d'économique depuis une vingtaine d'années. Je suis aussi titulaire d'une chaire de recherche sur les changements démographiques, un autre enjeu qui vous concerne énormément. J'ai eu aussi le privilège d'être cofondateur d'un important réseau de lutte et de recherche contre la pauvreté dans le monde, qui compte maintenant 11 000 membres dans 120 pays. Mais je suis surtout quelqu'un qui s'engage non seulement pour son expérience, pour sa tête, mais pour son cœur. Et je vais ouvrir une parenthèse en disant qu'il y a une partie de mon cœur qui est au Cégep Garneau. L'amour de ma vie enseigne depuis quelques années ici à Garneau. Et notre plus vieux fils a eu le bonheur de commencer sa première année de Cégep il y a quelques semaines. Donc je me sens plutôt ému et très fier d'être ici aujourd'hui parmi vous. Je m'engage par tête et par cœur. Par tête parce que je me sens plutôt bien préparé. Par cœur parce que j'ai le privilège de m'inscrire à un moment charnière de notre société. J'ai le privilège de faire partie d'un parti libéral qui est le seul parti qui non seulement est ambitieux pour notre société, mais qui est prêt à mettre les moyens derrière ses ambitions. Nous sommes le seul parti à dire des choses claires et transparentes, comme celle que nous sommes prêts à augmenter les impôts pour les plus riches, qui ont beaucoup profité de la croissance économique au cours des dernières décennies, souvent en raison de leur mérite, mais aussi en raison de l'environnement technologique et mondial que nous avons connu au cours des dernières années. Nous sommes le seul parti à dire qu'il faut recentrer nos efforts d'appui à nos familles vers les familles qui en méritent davantage. Nous sommes les seuls à le dire. Nous sommes aussi le seul parti à dire que nous allons faire un modeste déficit, 6 fois inférieur à celui de M. Harper au cours des dernières années, 200 fois inférieur à la taille de l'économie, mais suffisant pour investir 6 milliards de dollars au cours des 10 prochaines années pour accroître considérablement nos infrastructures vertes, sociales et en transport, pour faire de notre société une société plus juste, une société plus verte, une société plus tournée vers l'économie telle que nous savons qu'elle va être au cours des prochaines années, c'est-à-dire une économie du savoir et une économie verte. Nous sommes ambitieux, mais nous avons aussi les moyens de nos ambitions. Et c'est pour ça qu'au cours des dernières semaines et au cours des derniers mois, les Canadiens, dont nous faisons tous partie, se rendent compte à quel point nous avons un programme novateur, un programme controversé sur certaines questions. Je ne vous parlerai pas du fait que je me fais encore critiquer par le fait que le Parti libéral s'est engagé à légaliser la marijuana. Mais c'est le seul Parti libéral, jusqu'à tout dernièrement,
qu'il le dit clairement parce que nous savons que des politiques intelligentes et efficaces doivent être mises au profit de notre société. Donc, je m'engage personnellement par ma tête et par mon cœur, mais j'ai la chance de m'engager dans un contexte politique au Canada qui est unique et qui est extrêmement important pour vous et pour nous. Merci. Bonjour. Merci d'être présent en si grand nombre. Claude Moreau, politicien ouvrier, candidat du Parti marxiste-léniniste dans le comté de Beauport-Limoilou. Je suis mécanicien de machine fixe. Je travaille dans un hôpital depuis 43 ans. On s'est battu contre l'offensive antisociale. On se bat contre l'austérité du gouvernement libéral du Québec. Et on s'est battu en particulier pour décontaminer cet hôpital-là. S'assurer que l'air soit de qualité dans l'hôpital. J'avais 18 ans quand je suis parti de la maison. À ce moment-là, je décidais pour moi-même. Je n'acceptais pas que personne d'autre décide pour moi. Ça, c'est comme individu. Comme citoyen, on est dans un régime politique qui décide pour nous autres. On a le droit de vote, mais avec un électeur, un Canadien sur 4 qui vote pour les conservateurs aux dernières élections, alors que 40% des électeurs n'ont même pas voté. Il suffisait un vote sur 4 pour avoir un gouvernement majoritaire avec lequel il se permet de faire ce qu'il veut. Il va à Davos, rencontrer les financiers, et annoncer que la retraite des Canadiens, maintenant, serait à 67 ans. Il n'avait jamais parlé de ça durant les élections. Au provincial, c'est pareil. M. Couillard disait « Les libéraux ont été élus, il n'y aura plus de parlage de constitution, la sécurité va revenir, les affaires vont reprendre, etc. » C'est pas ce qui s'est passé. Au contraire, il nous a sorti l'austérité. Encore une fois, victime d'un gouvernement majoritaire élu par un vote minimum. C'est pour ça que je suis candidat pour le Parti Renouveau démocratique. Il faut absolument se pencher sur cette question sérieuse, que ce soit le peuple qui décide. C'est la question, puis je pense que c'est le droit le plus important qu'une société moderne doit avoir. Ça veut dire, entre autres choses, changer le processus politique actuel, arrêter de donner des millions de dollars à des partis qui représentent des intérêts privés, plutôt financer les électeurs, financer l'information, le droit à un vote informé, financer le processus pour faire que ce soit les électeurs qui soient au centre de la décision et rendre le gouvernement responsable devant ses électeurs. Ça, c'est un peu la motivation pour laquelle je suis ici. Et vous, les gens, vous êtes 5 millions. Et je crois que dans cette élection, il y a une alternative. Vous pouvez faire la différence. Assurez-vous qu'il y a un siège vide qui est là, reste vide au Parlement par les conservateurs, qu'il ne soit pas remplacé par des libéraux. Votez marxiste-léniniste là où il y a un candidat. Assurez-vous que ce n'est ni conservateur ni libéraux qui rentrent. Merci. Bon, on a fait déjà un bon premier tour de table. Maintenant, c'est le temps de la question qui tue. Donc, je le répète, c'est rien de méchant. C'est vraiment, ça vise le parti et non la personne. On fait rien que soulever peut-être une petite faille qu'on a décelée dans la chose. Donc, je vais commencer avec M. Mordret. Je vais poursuivre avec Mme Papillon. Donc, plusieurs de vos propositions empiètent sur des compétences provinciales. N'est-ce pas là une manière de centraliser le pouvoir? Comptez-vous réformer le fédéralisme? Je sais que c'est à M. Mordret, puis après, c'est à moi. OK? Une formidable question. Donc, je recommence. Donc, plusieurs de vos propositions empiètent sur des compétences provinciales. N'est-ce pas là une manière de centraliser le pouvoir? Comptez-vous réformer le fédéralisme? On veut changer Ottawa. On veut avoir un partenaire qui soit davantage plus à l'écoute de nos besoins. On ne veut pas centraliser, on veut collaborer au NPD. Et ça, c'est une réalité. C'est nos adversaires qui sont détracteurs et qui disent que justement le NPD est plutôt centralisateur, mais c'est faux.
C'est faux et justement dans notre engagement, on a notamment la déclaration de Sherbrooke qui témoigne de notre respect envers les champs de compétences des provinces. Qu'est-ce que la déclaration de Sherbrooke que le NPD a décidé de mettre de l'avant en 2006? Eh bien, la déclaration de Sherbrooke, c'est notamment l'idée que lorsqu'on a une compétence qui est partagée, l'éducation, la santé, en fait, lorsqu'on reconnaît le champ de compétences du Québec là-dedans, on se propose à les aider financer en fait le programme en partie, donc avec pleine compensation, en fait, droit de retrait du programme fédéral avec pleine compensation sans condition. Et je pense que c'est là un point important parce que c'est là où on trouve que le NPD est particulièrement respecté, est particulièrement respecté et respectueux aussi des champs de compétences des provinces. Alors, je pense que le Québec peut aller de l'avant avec ça et je vous dirais aussi que par rapport à d'autres enjeux comme par exemple l'aide au financement postsecondaire en éducation, nous, notre plateforme, contrairement aux libéraux, qui est plus justement de pouvoir aider des choses, on veut vraiment financer 50 000 de bourses fédérales, donc des bourses fédérales en de plus, et aider pour le taux d'intérêt, en fait, ce qui est de champ de compétences fédéral. Donc voilà, je m'excuse, je regarde toujours la personne qui m'interroge en général dans les yeux, fait que c'est le petit défaut que j'ai. Merci. Monsieur Montreuil me posait une bonne question. Est-ce qu'il va y avoir un droit de réplique? Je vais laisser un court droit de réplique après qu'on ait posé toutes les questions. Donc, les candidats peuvent prendre des notes s'ils veulent pour pouvoir répliquer par la suite. Donc, nous sommes rendus à Force et démocratie. Comme votre parti ne présente que 15 candidats, il peut difficilement incarner le changement que vous souhaitez. Comment allez-vous convaincre l'électorat que vous représentez une solution de rechange pertinente? La solution de rechange pertinente, c'est qu'on n'a pas de ligne de parti. Fait qu'à ce moment-là, oui, on est un jeune parti qui débute. Ça fait seulement 1 an. Ça va faire 1 an, en fait, le 24 octobre. Le parti a été créé par Jean-François Fortin et Jean-François Larose, qui sont un ex-bloquiste et un ex-NPD, qui en avaient marre, en fait, des lignes de parti. Et puis, c'est la façon d'aller chercher l'information au niveau du peuple, parce que c'est le choix du peuple. Il faut que les gens sortent et qu'elles voter. Ça, c'est bien important. Et puis, pouvez-vous répéter votre question? Comment vous comptez avec seulement 15 candidats? Ben, disons que c'est sûr qu'on pourra pas être le gouvernement, mais on va être dans l'opposition, puis on va récolter ce que les gens veulent, puis on va défendre les points de vue des gens qu'il va avoir sur un comité régional. Puis à ce moment-là, ben, tout le monde va avoir à dire leur mot sur ce qu'ils veulent avoir, sur ce qu'il y a de prioritaire dans leur région. Bien, à ce moment-là, on va aller débattre ça. C'est comme ça qu'on veut faire la différence. Autour des libéraux. Oui, c'est ça ici. Votre parti est le seul à proposer un budget déficitaire au cours des premières années de votre mandat. Même le NPD propose de tenir un budget équilibré dès son entrée en fonction. Vous proposez également de faciliter les congés et le travail à distance pour les fonctionnaires. Les libéraux sont-ils devenus plus à gauche que le NPD? Je dirais que le Parti libéral est probablement le parti le moins idéologique du groupe. Et moi, je considère ça comme une qualité. Je pense qu'un parti libéral, un parti ou un gouvernement doit être au service de la communauté, doit s'ajuster aux situations changeantes dans une économie, dans une société. Nous savons que notre environnement physique, social et économique change beaucoup au Québec et ailleurs au Canada. Donc, il faut réagir avec beaucoup d'intelligence et d'ambition. Et c'est ce que le Parti libéral fait en se coupant des racines idéologiques qui caractérisent beaucoup des autres partis. Mais si, maintenant, vous l'avez dit, on est prêt à dire qu'on va faire un déficit, à nouveau 6 fois plus faible que les déficits de M. Harper au cours des dernières années, et 200 fois plus faible que la taille de l'économie.
Nous sommes prêts à le faire parce que nous sommes dans une situation exceptionnelle où l'économie roule lentement, en récession, en fait, durant les 6 premiers mois de l'année, où les jeunes ont de plus en plus de difficultés à trouver des emplois. Depuis 2 ans, dans la région de Québec, c'est manifeste. Et où nos besoins d'infrastructures sociales, vertes et en transport collectif et privé sont majeurs. À l'échelle du pays, on a un déficit d'infrastructures de 170 milliards de dollars. Ça, c'est à l'échelle du pays. À l'échelle du Québec, à l'échelle de la région de Québec, c'est autour de 3 à 4 milliards de dollars de déficit en infrastructure qui nous empêche de croître, qui nous empêche de répondre aux besoins des gens qui en ont plus besoin. On parle de logements abordables, on parle de transport collectif, on parle d'appui aux familles les moins nantis, aux familles qui aspirent à faire partie de la classe moyenne. Donc, nous sommes prêts à le faire parce que nous pensons que c'est une attitude transparente, une attitude responsable, loin des coins idéologiques de droite et de gauche. Et moi, je me sens parfaitement à l'aise dans cet environnement. Ça m'amène à faire preuve de ma plus grande intelligence et de mon plus grand cœur. C'est ce que je pense, la tête et le cœur doivent toujours être à l'appui des politiques de nos gouvernements pour répondre aux circonstances et aux besoins qui caractérisent notre société. Donc, pour le Parti marxiste-léniniste, comment espérez-vous convaincre les citoyens de la justesse de vos idées en vous réclamant d'une tendance du marxisme qui porte en son nom les tâches d'une expérience qui s'est révélée un échec sanglant? Laquelle vous parlez? Le léninisme. Oui, mais quel échec? Ben, l'URSS. On n'a pas à convaincre bien des gens qu'il y a quelque chose qui cloche dans notre société. Je pense que les jeunes s'en convainquent à tous les jours. Avec notre processus politique également. Maintenant, en ce qui concerne de qualifier que c'est un échec, l'Union soviétique, on peut dire que lorsque l'Union soviétique s'est effondrée, nous autres on a applaudi parce que notre parti a été fondé en opposition à la superpuissance Union soviétique, qui n'avait plus rien de socialiste. Effectivement, il peut y avoir des échecs dans qu'est-ce qu'on fait. Mais quand c'est nous autres qui décident de faire quelque chose, on assume les conséquences aussi. Puis actuellement, on assume des conséquences que ce n'est pas nous autres qui avons décidé. Le peuple ne décide de rien ici. Alors, comment se convaincre? Est-ce qu'on va chercher dans le passé toutes les choses? Regardons la réalité en face aujourd'hui même. Qu'est-ce qui est devant nous? Quel avenir que les jeunes ont? Est-ce qu'ils sont destinés à aller dans les prisons ou dans l'armée canadienne? Est-ce qu'ils sont à servir de chair à canon dans des guerres agressives? Nous autres, on est contre la guerre. On n'est pas un gouvernement anti-guerre. On condamne les bombardements en Syrie. On pense que ça va juste aggraver la situation. On est dans une économie de guerre. Ça veut dire que cet argent-là n'est plus disponible pour les services de santé, pour les besoins de la population. Est-ce que c'est des choses qui peuvent nous convaincre, ça? Oui. Je n'ai pas grand-chose à faire pour dire qu'il faut que je vous convainque. Le marxisme-léninisme comme religion, c'est mort. Les plus grands capitalistes, maintenant, on les trouve en Chine. Dans le comité central du Parti communiste, c'est rien que des mots. Liberté, démocratie, ça veut dire quoi aujourd'hui? Définissons qu'est-ce que veulent dire ces termes. Décidons qu'est-ce que ça veut dire, nous autres. Vous allez décider quel genre de pays que vous voulez. Et pour terminer le bloc, la question est toute simple, en fait. Que proposez-vous maintenant qui reflète les leçons tirées de votre défaite de 2011? Ben, écoutez, les leçons de la défaite de 2011, disons qu'il y a eu le personnage extrêmement sympathique de M. Layton qui a séduit les Québécois. Moi, je crois que c'était un facteur tout à fait conjoncturel. 2 semaines avant les élections de 2011, le Bloc était largement en avance au Québec. Moi, je pense plus largement que les intérêts du Québec ont besoin plus que jamais d'être protégés. Surtout après cette expérience de 4 ans où le Québec a voté massivement dans un sens, mais n'a pas été suivi au Canada anglais. On voulait, puis on veut toujours se débarrasser du gouvernement conservateur qui, lui, a une approche, enfin, de tous les partis canadiens fédéralistes qui sont vraiment conduits par une idéologie qui était pas assez pour le Québec. Celui des conservateurs est sans doute celui qui a causé le plus de dommages.
Alors, on s'entend tous qu'il faut, il faut mettre à la porte, excusez-moi l'expression, les conservateurs, mais on a vu en 2011 que ça n'a pas fonctionné. On s'est retrouvé avec une opposition officielle qui était composée, dont le caucus était composé aux 2/3 de députés venant du Québec, et enfin, nous, on considère au Bloc québécois, de façon très claire, les intérêts du Québec ont été très, très mal défendus dans plusieurs dossiers qui sont... je pourrais faire une longue liste, là, mais simplement mentionner, par exemple, les motions unanimes de l'Assemblée nationale. Quand il y a une motion unanime de l'Assemblée nationale, ça veut dire que tous les partis libéraux, Parti québécois, la CAQ et Québec solidaire votent dans un même sens, une motion unanime. Alors, les motions, le NPD a voté beaucoup, a supporté beaucoup de motions unanimes de l'Assemblée nationale, mais les plus importantes, non. Qu'on pense, par exemple, au financement du projet hydroélectrique à Terre-Neuve de Bas-Churchill. Le gouvernement fédéral va s'impliquer financièrement dans le projet, donc les Québécois vont payer même leurs taxes le développement hydroélectrique d'une province comme Terre-Neuve, alors que nous, au Québec, on a financé entièrement notre développement hydroélectrique. On a pris une dette sur nos épaules par le biais d'Hydro-Québec. Alors, sur une question fondamentale comme celle-là, par exemple, le NPD nous a pas appuyé. Quand l'Assemblée nationale a dit que l'arrangement bizarre constitutionnel de 82 devait être absolument réglé, malgré leurs bonnes intentions avec la déclaration de Sherbrooke, le NPD, je rappelle bien, formé aux 2/3 des députés du Québec, n'a pas été capable d'appuyer l'Assemblée nationale en disant que la situation de 82 était anormale. Alors, ça, c'est... Je pourrais continuer très longtemps sur ce qu'on pense qui est bien pour le Québec. Et les intérêts du Québec ont plus que jamais besoin d'être protégés. Croyez-moi, on est en période d'austérité. Il y a une offensive tout azimut pour réduire le Québec. Je donne un droit de réplique à tous les candidats. C'est pour toutes les affirmations confondues. Donc, vous avez 2 minutes pour réagir à qui vous voulez ou à quoi vous voulez. Merci bien. Je vais réagir à la présente, intervention qui m'interpelle beaucoup parce qu'au NPD, moi, je regrette, là, mais on a adopté une très grande majorité de motions à l'Assemblée nationale. On les a repris, on les a défendus. On a dénoncé le fait qu'il y avait le registre des armes à feu qui a été aboli avec notre argent du Québec. Les conservateurs ont complètement déchiré ça, n'ont pas reconnu les droits du Québec ici. Alors, ça, c'est vraiment quelque chose qu'on a défendu. On regrette que c'est un gouvernement conservateur, mais on a des questions aujourd'hui à se poser. On a des questions à savoir comment ça se fait que ça fait 10 ans qu'on a un gouvernement conservateur. Mais moi, je peux vous dire que oui, c'était conjoncturel en 2011. Effectivement, il y a eu Jack Layton, mais il y a eu un autre facteur qui est important de considérer. On a fêté les 20 ans du Bloc. Puis à partir du moment qu'en mars 2011, on a fêté les 20 ans du Bloc, on s'est dit, qu'est-ce que ça donne le Bloc à Ottawa finalement? Ça fait en sorte qu'on est avec un gouvernement conservateur qui était majoritaire en fait, et il est temps de se poser des questions. Et nous, les députés du NPD, je peux vous assurer que dans tous les coins, on a défendu les intérêts de tout le monde, de tous les Québécois, bien sûr. On a défendu le Centre de recherche et de sauvetage maritime. J'ai talonné les conservateurs pendant 2 ans et demi. J'ai même été chercher une résolution à l'Association conservatrice de Lévis-Bellechasse pour dire qu'un Bléné, tu vas voir, là, en fait, on va faire en sorte qu'on va dénoncer ce que tu as fait, parce que ça n'a pas de bon sens que ce gouvernement conservateur-là a voulu abolir le centre de sauvetage, le seul centre de sauvetage maritime, en fait, qui est bilingue partout en Amérique du Nord. C'est important, ça coordonne plus de 1500 appels de détresse par année. Ça fait en sorte que les centres 911, les centres d'appel d'urgence, en fait, ont vraiment souligné que le NPD avait fait ça. Alors moi aussi, la liste peut être longue sur ce que le NPD a fait pour le Québec, pour tout le monde. Merci. Oui, on me demande souvent de commenter le bilan de ce qui s'est passé. Moi, je laisse les gens regarder, observer les commentaires qui sont faits. Je regarde surtout vers l'avant. Je me dis, quel est le message, d'où vient le message d'espoir pour notre société, d'où viennent les moyens pour le mettre en place. Et c'est ce que je pense qu'on doit retenir aujourd'hui. Vous êtes tous des jeunes, vous avez tous le regard tourné vers l'avant. Dans quelle société souhaitez-vous habiter? Dans une société plus verte, une société plus égale, une société plus respectueuse des enjeux internationaux majeurs auxquels nous faisons face, plus respectueux de l'égalité des chances et des libertés individuelles. Si c'est le cas, je vous invite fortement à jeter un coup d'œil intéressé au programme du Parti libéral. Il est sorti hier, dans sa totalité. Nous sommes le seul parti à l'avoir publié dans son entièreté après le Parti vert. Je vous encourage à le regarder sur Internet. Je l'ai même apporté avec moi ici devant moi. Vous allez voir que la plupart, toutes vos préoccupations qui vous animent dans votre vie, qui sont incluses,
y compris la préoccupation environnementale. J'ai fait le travail de recension de 10 grands éléments environnementaux qui ont été étudiés par un groupe de 60 experts sur les enjeux environnementaux à l'échelle du Canada. Nous sommes le seul parti, le Parti libéral est le seul parti qui répond à ces 10 enjeux majeurs environnementaux. Donc nous avons beaucoup d'espoir, mais pour ça, pour mettre en place cet espoir, nous avons besoin de votre appui, l'appui des jeunes. C'est ce que je vous encourage à réfléchir. Je pense que vous avez vu beaucoup de choses au cours des dernières semaines, beaucoup de discours que vous avez entendus au cours des derniers mois. Je pense que vous commencez à réaliser à quel point un parti est en mesure d'appuyer ces discours par des méthodes et des moyens qui ont fait jaser. Vous avez rappelé le discours du déficit. Nous, le déficit, je réponds un peu à la question de tout à l'heure, c'est ni bon ni mauvais. Ça dépend de ce à quoi on s'en sert. Si on s'en sert pour investir dans notre société, un déficit peut transformer notre avenir, peut nous amener à une meilleure croissance économique, à une meilleure inclusion sociale, à un plus grand environnement vert. Merci. On se fait dire que certains n'ont pas d'idéologie. Il faut croire que l'argent n'a pas d'odeur. Le scandale des commandites, on s'en souvient. Méfiez-vous des gens qui sont ici, qui ont le plus beau parti au monde, qui vont tous les régler les problèmes pour nous autres. Moi, j'aimerais bien qu'on se place en position de les régler nous autres mêmes. Question environnementale. On va avoir n'importe quelle couleur verte pour se peinturer. Même BP a changé sa couleur de logo. La question est dans ça. Si on veut faire quelque chose, on veut humaniser l'environnement social, l'environnement naturel, empêcher sa destruction, combattre contre les changements climatiques, il faut qu'au centre des décisions de quoi produire, comment produire, le peuple travailleur soit là, qu'il décide lui-même. Les producteurs doivent décider. Les agriculteurs qui développent leur culture depuis des années, qui se font dire on va faire des gaz de schiste, patata, ils sont accusés d'être contre le développement des richesses naturelles. Bien, ils ont développé une richesse naturelle sur leur terre. L'eau, c'est une richesse naturelle. Pourquoi briser tout ça? À qui que ça va profiter? C'est pour ça que toutes les belles paroles, s'ils ne sont pas accompagnés d'un effort de changer les processus de décision au pays, c'est des paroles qui sont juste pour vous tromper. Votez pas pour eux autres. Écoutez, l'Assemblée étant... L'Assemblée étant souveraine, M. Bordel demande de pouvoir répliquer à nouveau. C'est donc pas prévu. Je veux savoir, levez la main ceux qui veulent donner 2 minutes de plus à chaque candidat pour répliquer. Levez la main bien haut, s'il vous plaît. Mais il y avait même, il y avait pas. Il a terminé, mais il n'y avait même pas eu un droit de réplique, je pense. Excuse-moi. Oui. Avec une condition, sortir de le statu quo. Sortir le statu quo? Oui, parce que on fait sur place sur la même affaire. Entre les deux. Ben là, si on donne Écoutez, moi, j'aimerais répondre sur une chose. J'aimerais répondre sur une chose par rapport au Bloc Québec. Allô? Mais vous n'avez pas eu votre premier droit de réplique. Il a terminé la série de questions, mais il n'y avait pas eu un droit de réplique, en fait. Fait que... Non? Non, fait que... Dans le fond, Écoutez, le Bloc québécois ne présente pas de député en Alberta. Hein? À Edmonton, où il y a les sables bitumineux, on n'a pas de député là-bas. On n'a pas de candidat qu'on présente. Il faut bien penser que le Bloc québécois, nous, on veut en finir avec le modèle du tout pétrole au Canada, les sables bitumineux qui font de nous la risée de la planète, le pétrole le plus sale au monde. Quand M. Duclos dit qu'il a le seul programme complet en environnement, il ne considère pas, comme toujours, là, comme quand on fait des débats au Canada anglais, on ne considère pas la présence du Bloc québécois. Nous, on a un programme complet, cohérent, intégré, pour tout de suite passer d'une économie du pétrole à une économie verte. Sur des dossiers, par exemple, on a des investissements qu'on propose de milliards de dollars dans l'électrification des transports. On propose toutes sortes de mesures qui vont encourager les gens à investir dans les véhicules électriques.
Et on est les meilleurs moteurs électriques au monde, on a la ressource, il n'y a pas de raison qu'on soit bloqué dans nos investissements en la matière parce qu'on est dans une économie du tout pétrole. Notre dollar canadien suit le prix du pétrole. Nos entreprises manufacturières en paient le prix. Bon, il faut absolument sortir de ça. On a un projet ici qui s'appelle Énergie Est, un oléoduc qui va traverser notre territoire pour lequel on n'a aucun intérêt financier. Il n'y a personne qui va travailler là-dessus. On va prendre tous les risques. Et au Bloc québécois, on est le seul parti qui disons catégoriquement non. On ne dit pas, ouais, mais s'il y a des bonnes évaluations environnementales. Et ça, c'est si on le dit en français, parce que si on le dit en anglais, on dit c'est win-win-win. Et ça, c'est clair, là. M. Mulcair a 2 positions sur la question des oléoducs. Mais ce programme illisible, en fait, qu'il soit en anglais ou en français, peu importe, un programme qu'on n'arrive pas à comprendre après 2 mois de campagne, il y a des sérieux problèmes. Pour les intérêts du Québec, je veux bien dire une chose. On parle moi, j'ai parlé d'émotions unanimes importantes pour le Québec. La reconnaissance que la Constitution de 82, c'est pas satisfaisant pour nous. Et vous savez, depuis 82, il y a des émissions constantes dans les champs de compétences des provinces. Et ça a été beaucoup initié, d'ailleurs, par un gouvernement libéral, Paul Martin, qui a fait un déficit zéro au détriment des provinces. C'est l'ancêtre de l'austérité d'aujourd'hui. C'est pas pour rien qu'il s'appelle libéral, d'ailleurs. Il porte le même nom que le gouvernement de M. Couillard. J'imagine qu'on maintient la volonté de l'Assemblée de redonner un 2e tour. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'objecte formellement? Est-ce qu'on demande un vote? Moi, je ne serais pas fâchée un 2e tour, en tout cas. Je trouve que ça commence à devenir intéressant. En fait, on s'amuse un peu, là. C'est pour ça aussi qu'on est là, dans un débat. On espère tout le temps aussi qu'il y ait quelques rebondissements, quand même. Moi, je peux vous dire qu'en primaire, en fait, cette semaine, j'ai appris une bonne nouvelle. J'ai appris que Équiterre, on sait qu'il a interpellé beaucoup les citoyens, donnait la meilleure note pour le bilan environnemental, tout parti confondu, incluant le Parti vert aussi, au NPD. Alors, je suis vraiment fière de savoir, en fait, que justement, Équiterre et les environnementalistes disent le plan du NPD en environnement est solide. Et nous, on a dit, je regrette, là, mais Énergie Est, on a dit non. Mais est-ce qu'on veut mettre l'accent là-dessus? C'est pas juste un oui ou un non. On a dit non. Hey, il fallait écouter Tout le monde en parle ce dimanche parce que notre chef est extraordinaire. Et franchement, ce que je veux dire aussi, c'est que moi, je sais que ça vous interpelle ici. Particulièrement vous êtes au cégep, tout ça, vous êtes très consciencieux par rapport à l'environnement. On s'entend que notre génération va les vivre pleinement, les changements climatiques aussi. Fait que c'est important d'avoir un gouvernement à Ottawa qui va arriver avec un plan de match pour la conférence sur les changements climatiques de l'ONU à Paris en décembre. Et c'est vraiment là aussi où que je voulais revenir aussi sur Énergie Est. Parce que c'est important d'avoir un système d'évaluation environnementale qui soit solide. Les conservateurs, là, ils ont tout déréglementé à Ottawa. Ça n'a pas de bon sens. Les normes environnementales canadiennes, là, c'est une risée. On peut le voir concrètement chez nous, ici, avec le port de Québec. On le voit, le port de Québec, on sait que c'est un territoire qui est fédéral, le port. Or, le port et les compagnies qui sont dessus vont dire « Mais nous, on respecte les normes environnementales canadiennes, sachant très bien qu'elles sont faciles à déjouer. » Il n'y a pas grand-chose qui est là. Mais dès que la poussière de nickel ou quelque chose comme ça s'en va dans les airs, là, ça devient un champ de compétences provincial. Oh oh! Donc, ça amène certaines problématiques. Alors, il est temps, rapidement, qu'on mette les normes environnementales canadiennes 2.0. Et ça, c'est l'engagement du NPD, parce que nous, on peut non seulement défaire Stephen Harper, mais on peut le remplacer puis commencer le travail, ça presse. Il faut respecter l'environnement pour ne pas sacrifier l'avenir pour un profit immédiat. Je suis convaincue que les décisions politiques d'aujourd'hui ne doivent pas sacrifier le développement économique de demain. La qualité de l'environnement, la pérennité de la biodiversité et les perspectives d'avenir des jeunes pour un simple profit immédiat. Je crois que tout projet d'envergure pouvant attaquer l'intégrité environnementale de quelque façon que ce soit, il doit y avoir une coalition politique et citoyenne. L'agrandissement du port, oui, on une juridiction fédérale, mais assez particulière parce que c'est aussi municipal, c'est aussi provincial. Moi, je dirais plutôt qu'il faut travailler de concert, un tiers, les 3 paliers de gouvernement ensemble, analyser les impacts monétaires, environnementaux et respecter la décision du choix du peuple. La phase 2 du quai en eau profonde, c'est pour du transport pétrolier. Moi, c'est non. Je crois qu'il y a c'est non. Énergie Est, c'est non aussi. Et puis, tous les projets
qui peuvent attaquer l'environnement devraient être analysés conjointement selon leur secteur d'activité par l'Agence canadienne d'évaluation environnementale ou et le BAP, le Bureau d'audience publique en environnement. On dit souvent que les bottines doivent suivre les babines. Alors ici, on a un bon exemple des bottines qui ne suivent pas les babines. Le gouvernement conservateur a promis un investissement de 750 millions de dollars en transport collectif au cours des 4 prochaines années. Le NPD a promis 1,5 milliard au cours des 4 prochaines années. Les libéraux, 6 milliards au cours des 4 prochaines années. Alors vous voyez où sont les bottines et vous pouvez vous fier par conséquent un peu mieux à certaines des babines. Maintenant, je vais parler aussi des emplois pour les jeunes. Je pense qu'on est dans des bonnes circonstances. Les jeunes ont 200 000 moins d'emplois depuis la dernière récession. 200 000 emplois de moins pour les jeunes depuis les 7 dernières années. Le Parti libéral propose des mesures pour redresser ce problème. Première chose, nous allons investir 300 millions de dollars dans ce qu'on appelle un programme de stratégie emploi jeunesse pour la création de 40 000 emplois au cours de chacune des 3 prochaines années. Deuxième chose, nous allons éliminer les cotisations d'assurance emploi pour les jeunes entre 18 et 24 ans, de manière à encourager les entreprises à investir dans les jeunes. Autre chose, nous allons investir 500 millions de dollars pour la formation des jeunes qui en ont besoin pour intégrer plus facilement le marché du travail. Et une dernière chose aussi que nous allons faire pour encourager les jeunes à poursuivre leur formation et leurs études, c'est de recentrer l'aide fédérale accordée pour les étudiants aux études en favorisant davantage les classes moyennes, la classe moyenne. Donc un total de 750 millions de dollars pour aider les jeunes, les étudiants, à rembourser leurs dettes et à avoir des bourses d'études plus généreuses. Alors, ce sont des mesures qui représentent bien, je pense, où sont les bottines et où sont les babines. Merci. Complètement enseveli par les milliards de dollars. On joue la vase des milliards. Mais derrière tout ça, problème de fond risque, qui va décider? Que ce soit en environnement, que ce soit la guerre, c'est même nous autres qui décident. Il y a des gens qui sont fatigués, ça les fatigue de parler de constitution. On a consulté ça dans tout ici, l'arrangement de 82. Ben, l'acte de l'Amérique du Nord britannique, c'est une loi britannique qui a été faite à la demande, à la pression des pères de la Confédération, dont M. MacDonald, qui était un grand défenseur des minorités. Pour lui, les riches étaient une minorité. C'est tout un arrangement de privilèges, comment ils gouvernent, ils se divisent ça entre eux autres. Et il faisait pression en disant « dépêchez-vous », parce qu'il faut mettre les Canadiens, dans ce temps-là, ça ne peut peut-être pas le même, là, devant un fait accompli. On vit toujours devant des faits accomplis qui nous embêtent des milliards de promesses par-dessus ça ne change pas grand-chose. Prenons les affaires en main. Allez voir vos amis qui ne sont pas inscrits sur la liste électorale. Leur demander de s'inscrire, de voter, dans l'optique de développer un mouvement, une alternative, un changement à ce processus politique-là. Merci. Écoutez, moi, je voudrais apporter une précision sur un dossier régional qu'on a évoqué, le port de Québec. On a parlé beaucoup du dossier des poussières de métal dans le cas du port de Québec, puis on parle d'évaluation environnementale. Moi, au début de la campagne électorale, je me suis prononcé fermement avec une collègue du Parti québécois pour que le BAP, puis c'est d'ailleurs la position du gouvernement du Québec aussi, le BAP soit la règle en matière d'évaluation environnementale et consultations publiques dans le port de Québec. Il est inconcevable, vous savez, dans le territoire de la région de Québec, notre territoire est lardé de différentes juridictions, beaucoup de juridictions fédérales, qu'on pense à Parc Canada, les plaines, etc., qu'on pense au port de Québec, qu'on pense à l'aéroport, qu'on pense aux voies ferrées, qu'on pense au pont de Québec. Notre territoire, si vous regardez la carte, là, il est lardé, sur lequel la région n'a aucune autorité.
Le gouvernement du Québec n'a pas autorité. Sur les terres du CN, on n'a pas autorité. Au port de Québec, c'est un conseil d'administration de gens nommés, 7 personnes nommées par le gouvernement fédéral. Le port opère tout à fait en vase clos. Hein? Et le maire de Québec, pour avoir une influence sur le port de Québec, il doit vraiment dealer avec le gouvernement fédéral pour placer des gens avec qui il s'entend bien, etc. C'est la seule option qu'il a. Alors nous, on doit absolument faire quelque chose à ce niveau-là. Quand les poussières volent dans l'air, ça dépasse, ça sort du territoire du port de Québec. Tous leurs projets de développement et d'aménagement jouent sur l'aménagement urbain. C'est rendu même que le port de Québec fait du développement immobilier. Alors, c'est des choses qui sont essentielles, c'est des enjeux essentiels. Si on n'a pas, après 4 ans de présence d'opposition NPD à Québec, ça fait 4 ans que le député de Limoilou, M. Côté, parle du port de Québec, des poussières de métal. Mais qu'est-ce qu'il a fait de concret? Il n'a proposé aucune solution pour qu'on puisse en sortir. OK? Parce qu'il va falloir sortir de ça. Il va falloir travailler avec les gens du port, il va falloir travailler avec la ville, il va falloir travailler avec les 2 paliers de gouvernement pour qu'on arrête ces conflits de juridiction éternels. Le Bloc veut en finir avec les conflits éternels de juridiction. On est chez nous, on ne va pas s'effacer au profit du voisin chez nous. Hein? On va prendre surtout le contrôle de nos institutions, puis on va coordonner nous-mêmes notre développement régional. Eh bien, nous voici maintenant à la deuxième partie de notre débat. Donc, c'est vous, le public, qui intervenez. S'il vous plaît, pour poser des questions, j'aimerais que vous veniez à l'avant prendre le micro, question que tout le monde puisse bien entendre la question que vous posez. Je répète que ça peut s'adresser à un parti ou à 2, en tout cas des partis en particulier, ou sinon ça peut être une question générale. Oui, monsieur? Pas besoin de micro, je pense. Non, mais c'est pour aussi la caméra. Premièrement, c'est pour les 2 partis que présume prendre le pouvoir bientôt. MPD et libéraux. Vous avez calculé tout quantité énorme d'argent en fonction de la valeur de $60 de baril de pétrole. Aujourd'hui, ça coûte 42, 45, quelque chose comme ça. Qu'est-ce qu'on va faire pour aller chercher la différence? Parce qu'on ne peut pas financer les familles. On n'a pas d'argent. Et ça, c'est la première question. Puis la deuxième, avant tout, je suis un nationaliste. Moi, j'y crois au Québec. Mais il y a d'autres solutions. Il y a d'autres solutions pour ça, monsieur. En référendum, on le fait ici, pas d'Ottawa. Oui. Et je suis le candidat pour Force Démocratie au Limoilou-Beauport. La question est pertinente. Et où l'argent pour arriver, si on a fait tous nos projets en fonction du baril de pétrole à $60, aujourd'hui, ça ne vaut pas ce prix-là. Je suis Vladimir Laborie, d'origine cubaine, québécois-cubain et politologue de formation. Il y avait comme plusieurs volets à cette question. Essayez de résumer avec une question. Regardez la première. Baril de pétrole. Baril de pétrole à 60$. C'est important parce qu'on ne peut pas faire de politique sans argent. Non, je vais. La réponse est de 2. Oui, s'il vous plaît. Bon, je pense avoir déjà essayé de vous convaincre que notre programme était responsable. Maintenant, laissez-moi vous dire pourquoi notre programme est honnête et transparent. Hein, c'est difficile de se reconnaître des fois dans la tonne de chiffres qui circulent. Il y a parfois des arbitres, hein, comme dans toute partie de sport, il y a des arbitres qui nous permettent de comprendre ce qui se passe. Un des arbitres les plus crédibles au Canada, c'est le directeur parlementaire du budget. Donc, Kevin Page, qui est l'ex-directeur du bureau parlementaire du budget, qui s'est prononcé il y a quelques semaines sur les 2 plans. Les 2 plans, le NPD et celui des libéraux. Vous savez ce qu'il a dit sur le plan libéral? Il a dit que c'est un plan réaliste, c'est un plan rigoureux et un plan réalisable. Ce qu'il a dit sur le plan du NPD, c'était un fromage gruyère. Pas parce qu'il était bon au goût, mais c'est parce qu'il était plein de trous. Hein? Il y avait une page, hein? Ils ont passé une conférence de presse terrible. Les journalistes étaient hors d'eux. Hein? Ils ont même coupé la conférence de presse avant la fin parce que tout dérapait. Ils avaient une page pour présenter un plan financier. Nous sommes arrivés avec un plan financier de 20 pages, hein, qui était détaillé, qui était cohérent avec notre campagne, hein, et qui a reçu donc les éloges de cette personne qui a joué le rôle de directeur parlementaire du budget durant des années critiques du gouvernement conservateur. Alors, nous n'avons peut-être pas le même goût que le fromage gruyère, mais nous avons la transparence et la responsabilité qu'il faut pour remplacer le prochain gouvernement conservateur. Je comprends que les députés NPD qui ont été élus en 2011 n'étaient pas tout à fait prêts. Hein, on sait très bien les circonstances. Ils ont fait ce qu'ils pouvaient, j'imagine.
Ce que je regrette davantage, je ne sais pas qu'ils n'étaient pas prêts en 2011, c'est que 4 ans après avoir formé l'opposition, ils ne sont toujours pas prêts. Hein? Monsieur Mulcair avait le temps de préparer un plan financier détaillé au cours des 4 prochaines années, disposant des ressources de l'opposition officielle. Après 4 ans, ils sont arrivés avec une feuille de chou d'une page qui a été qualifiée de fromage gruyère. Mais ça, je pense que la question d'honnêteté, de transparence et de responsabilité mérite toute votre attention. On ne sait pas c'est quoi le baril de pétrole. Hein? On a oublié le baril de pétrole dans tout ça. Eh bien, tant qu'on est rendu qu'il faut expliquer pourquoi qu'un programme est explicite et transparent. Hein, s'il est explicite et transparent, pourquoi il faut l'expliquer? En tout cas, libre à vous de juger. À votre question, parce que vous avez dit quelque chose qui est extrêmement important. Là, pourquoi c'est vrai que l'indépendance éventuellement va se faire au Québec. Mais avant qu'on fasse l'indépendance, le Québec a des intérêts qui ne sont pas nécessairement les mêmes que nos voisins, qui peuvent être nos meilleurs amis, cela dit, là, vivant à 3000 km d'ici. Historiquement, le Bloc a eu des victoires extrêmement importantes pour le Québec. On est, par exemple, le seul parti à insister, et ça fait partie de nos chevals de bataille, c'est fondamental, de déséquilibre fiscal. Vous savez qu'une plus grande partie de nos impôts vont à Ottawa, alors que c'est Québec, quand même, qui paie la santé, l'éducation, les programmes sociaux, et aussi investit 6 à 10 fois plus dans les infrastructures. Il ne faut pas se leurrer, là. C'est au Québec que le réel enjeu des inégalités sociales se joue. Et de plus en plus, la tarte s'amenuise. Le Québec est étouffé littéralement par le gouvernement fédéral. Et ça, c'est un large consensus. Le Bloc, on est le seul à en parler. Là, on se dirige dans une situation, on se dirige probablement vers un gouvernement minoritaire. Bon, si tout le Québec votait entièrement pour le NPD, il n'aurait pas le pouvoir, on le sait. Statistiquement, c'est très clair maintenant. Alors, ce sera peut-être les libéraux, ce sera peut-être les conservateurs. Si on se retrouve dans un gouvernement minoritaire, vous savez, en 2007, on a obtenu 3,3 milliards pour la santé la première année d'un gouvernement minoritaire. Ça, c'est concret. Le Bloc québécois arrive avec une liste d'épiceries extrêmement précise. On sait exactement ce qu'on va demander, on sait exactement ce qu'on va faire, et c'est dans le sens des intérêts du Québec. Gardez ça à l'œil, on est en période d'austérité, OK? On doit absolument financer nos programmes. Les Québécois trouvent que ces programmes-là sont essentiels, c'est leur priorité. Alors nous, notre travail, c'est d'aller chercher ça à Ottawa. L'indépendance se fera un jour à Ottawa, peut-être, mais en attendant, on a des intérêts réels. À Québec, peut-être, mais en attendant, on a des intérêts réels qu'on doit pousser. Pendant ce temps-là, je pense qu'il est important de travailler à ramener un gouvernement qui soit progressiste à Ottawa. Mais moi, je vais répondre à votre question de baril de pétrole, parce que je pense qu'elle est importante. Nous, on a fait le choix au NPD, en fait, de comparer des pommes avec des pommes, parce que souvent, c'est compliqué, c'est une guerre de chiffres, c'est comme difficile de démêler tout ça. Alors, on a collé nos chiffres à ceux des conservateurs lorsqu'ils ont déposé leur budget fédéral en avril dernier. Ils ont donc déposé leurs chiffres et tout. Et nous, on s'est basé sur les mêmes chiffres qui sont en ce moment dans notre plateforme. Ils ont été revus et corrigés par Pierre Fortin, qui est un économiste réputé aussi, qui lui dit qu'effectivement, on tient la route. Vous savez, l'économie, c'est important pour tous les partis politiques. Maintenant, comment est-ce qu'on fait un choix d'un parti ou un autre? On regarde les choix qui sont pris. Nous, NPD, on a décidé qu'on voulait donner plus un coup de pouce aux PME, mais par contre, les grandes entreprises ont plus une responsabilité, elles, de payer. Vous savez que sous les conservateurs, on a vu une baisse d'impôts des grandes entreprises chuter littéralement. Et c'est rendu assez faible. Alors nous, on s'est dit, il faut remonter ça. Il faut que les grandes entreprises paient de 15 à maintenant 17 % d'impôts. Ça ne sera pas compliqué parce qu'en 2010, ils payaient 20 % d'impôts. Alors, on ne sentira rien. Pendant ce temps-là, on transfère cette hausse d'impôts-là sur nos PME où on peut les réduire, les impôts, de 11 à 9 %. Pourquoi? Parce que les PME, ce sont elles qui créent les emplois, 80 % de nos emplois au pays. Et je sais que ça vous interpelle, les jeunes, parce que ce qu'on réalise, c'est que les jeunes sont très interpellés par les PME parce que souvent, ils veulent se partir leur propre entreprise, ils veulent pouvoir avoir un horaire flexible, ils veulent être des jeunes entrepreneurs. On en remarque beaucoup ça, et ici à Garneau particulièrement, notamment. Et je pense que c'est quelque chose qui interpelle les jeunes. Alors, c'est les différents choix qui sont faits par les partis politiques. Et nous, c'est ça, on a fait le choix des PME. Merci. Nous, chez Force et Démocratie, on croit qu'il faut redonner le pouvoir aux citoyens de participer aux décisions.
Ottawa doit cesser d'être une tour d'ivoire où tout se décide. Il est temps que les citoyennes et citoyens aient leur mot à dire sur les politiques fédérales qui les concernent et sur le travail de leurs députés. Je crois qu'au-delà des grandes politiques macroéconomiques et des promesses des programmes élaborés en vase clos à Ottawa, c'est le développement régional, la vitalité des villes et villages, le maintien des infrastructures et des services de proximité, la protection environnementale et des communautés et le bien-être des gens par des solutions adaptées aux particularités de chacune des régions qu'il faut remettre en avant-plan. Juste un petit rappel, il y en a qui sont arrivés en cours de route. Je vais représenter les candidats. Donc, on a Charles Mordret du Bloc québécois, Mme Annick Papillon du Nouveau Parti démocratique, Mme Danielle Provost de Force et démocratie, M. Jean-Yves Duclos du Parti libéral du Canada et M. Claude Moreau du Parti marxiste-léniniste du Canada. Donc, il y avait monsieur qui voulait poser une question? D'accord, donc. Donc, au tout début du débat, on a dit que les médias de masse faisaient du sensationnalisme un petit peu, puis donc par rapport à ça, comment on peut, la population en général, connaître véritablement les partis, leurs programmes, puis tout ça? Comment combattre, dans le fond, le désintérêt de la population face à la politique et face aux partis en tant que tel? Donc, c'est ça ma question. Je vais aller dans le même ordre. En fait, je fonctionne, je prends tout le temps la personne après. Mes excuses, je reviens à votre question. Mes excuses pour le prix du baril de pétrole. J'étais dans l'énervement et l'enthousiasme. Ben, je vais vous dire qu'effectivement, c'est une raison pour laquelle M. Page a qualifié de fromage. C'est parce que le prix du pétrole, en juillet et en août, n'était pas celui qui était utilisé dans le parti par le programme, par le budget conservateur en avril dernier. Donc, mes excuses, mais c'est une raison de plus là, pour parler de cohérence et de rigueur. Maintenant, comment intéresser les jeunes? Vous savez, moi, je fais ça par cœur. Hein. Population, merci. Comment intéresser la population? On a tous une responsabilité dans la société. Souvent, c'est une responsabilité plus privée, plus familiale, de s'occuper de nous, mais de s'occuper aussi des gens qu'on aime. Et des gens comme moi, et aussi comme nous, faisons parfois un effort un peu plus important parce qu'on considère combien on a l'expertise, ou l'expérience, ou on a la santé, ou la capacité d'en faire un peu plus que ce qui est demandé généralement aux citoyens. Mais on a tous la responsabilité de s'intéresser à notre société. On est une grande famille. On a la responsabilité et le devoir d'apporter notre point de vue, notre contribution à une meilleure société. Et maintenant, les technologies rendent ça un peu plus facile. C'est sûr que, comme je l'ai parlé, que la plateforme est maintenant disponible sur Internet. Elle est relativement facile à lire. C'est présenté dans un format accessible, agréable. Il y a des sections qui décrivent différents types d'enjeux. Comme citoyen, on se doit, dans la mesure de nos capacités, de regarder ce genre de matériel et de se faire la meilleure opinion possible de ce qui est bon pour notre société. C'est notre responsabilité comme citoyen. Si on ne le fait pas, ben ensuite on ne peut pas se plaindre que d'autres l'ont fait pour nous. J'ai commencé au début en disant que le pays vous appartient à vous autant qu'à n'importe qui d'autre. Quand je parle du pays, je parle du Canada, hein, du Québec et aussi du Canada. Comme nous avons la responsabilité, je crois, comme citoyen, de prendre toute notre place au Québec et au Canada. Et on peut la prendre lors d'un vote, on peut la prendre lors d'une participation, comme vous faites très bien aujourd'hui en faisant valoir vos... Pardon, je parle trop, hein. J'arrête tout de suite. Donc, merci. Donc, en conclusion, je vous remercie de votre... mais je vous rappelle que c'est un devoir. Les ancêtres disaient que c'est un devoir de voter. Maintenant, c'est plus qu'un devoir de voter. C'est un devoir de s'informer. On a le privilège d'habiter dans une société très ouverte où les gens s'informent, où les gens se posent des questions, veulent comprendre ce qui se passe. C'est ce qui explique. Pardon? Travailler, c'est un devoir. Les gens ne le remplissent pas. Comment on fait pour inciter les gens à le faire? En répétant que vous, moi, nous, hein, c'est une forme d'une communauté. Hein, c'est une famille. C'est un devoir que nous avons de nous encourager nous-mêmes et d'encourager ceux qui nous entourent de faire cette contribution. Très bonne question. C'est exactement ça qu'il faut changer, le processus. Arrêter de donner de l'argent aux partis politiques qui représentent des intérêts privés, financer le processus, financer, faire en sorte
que des ressources sont mises, que c'est organisé, que l'information, les électeurs aient accès, soit organisée pour la recevoir. Ça, c'est un aspect très important. Élections Canada, c'est ce qu'ils devraient faire. S'assurer que tous les électeurs, les collectifs, vous faites ça ici aujourd'hui, là. Une très bonne initiative. Il va y avoir des milliers d'initiatives de même. Là où les gens sont, où est-ce qu'ils vivent, qu'il y ait des discussions organisées, que des points sont présentés, l'information est donnée. C'est ça qu'il faut financer. Arrêtons de donner des millions à des partis qui représentent des intérêts privés. Finançons les électeurs. C'est une excellente question que vous avez posée. Vous savez, moi, j'ai toujours travaillé à mon compte et je sais que, enfin, si un produit ou un service ne se vend pas, c'est parce que les gens ne sont pas intéressés à l'acquérir. Alors souvent, les politiciens sont eux-mêmes les coupables de ce désintérêt de la politique et de la désaffectation, notamment des jeunes. Moi, je dirais, il y a deux mots, hein, les mots d'intégrité et de valeur. L'intégrité, c'est... on ne va pas en politique pour avoir une job. Je veux dire, c'est trop évident dans certains partis, les gens qui se présentent, puis on ne sait pas exactement quelles sont leurs visions de la société, quelles sont leurs valeurs. Ils sont là pour se positionner comme ils iraient dans une réunion de networking là, d'entrepreneurs. C'est pas ça que la population veut comme politicien. Et je pense que c'est tout à fait légitime. L'autre chose, c'est les valeurs. Il faut que ça soit clair. Les valeurs au nom desquelles les gens qui se présentent en politique s'engagent. Enfin, moi, personnellement, je ne suis pas en politique pour avoir un boulot. Je suis en politique parce que j'ai besoin de redonner à la société dans laquelle j'ai grandi, qui m'a permis d'aller dans le monde. J'ai besoin de partager ma vision hein, d'un Québec libre, ouvert sur le monde, démocratique, égalitaire, tolérant, vert. C'est les valeurs que j'essaie de mettre de l'avant, puis c'est au nom de ça que j'essaie d'intéresser le monde. S'ils ne s'intéressent pas à moi, ben là, c'est ma faute. Hein? C'est la faute de tous les partis politiques, d'ailleurs. C'est juste une petite insight que je faisais pour notre collègue conservateur qui... je pense qu'on est tous d'accord, là, les candidats à Québec, on ne l'a pas vu une seule fois sur le terrain. Alors, c'est ça. Hein? Je sais pas, mais je pense qu'en politique, c'est des choses qui ne fonctionnent plus. Bonne question, mais la réponse n'est pas simple, sérieusement. Moi, je sais pas si je l'ai dit en intro, en tout cas, je suis journaliste de formation. J'ai fait mes études là, à l'Université Laval en journalisme international. J'ai un très grand respect pour le 4e